Bonjour, bienvenue à Arrêt sur le monde. Ici Frédéric Mérand, professeur de sciences politiques, directeur scientifique du Cerium et animateur de votre émission cet hiver. Aujourd'hui, à l'émission, nous parlons de féminisme et politique au pluriel. Il y a toute une libération de la parole au-delà du fait de raconter l'histoire, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut aller de l'avant. MeToo, la Tesis, les Femen, Nosotros Paramos, le mouvement féministe est ancien, mais depuis quelques années, il se globalise et il se diversifie. Et certains gouvernements, comme le gouvernement canadien, proposent même désormais une politique étrangère féministe. Alors pour mettre un peu d'ordre dans tout ça, pour mieux comprendre la portée du féminisme en 2021, je reçois Pascale Dufour, ma collègue, professeure de sciences politiques à l'Université de Montréal et chercheuse au Cerium. Bonjour Pascal. Bonjour Frédéric. Alors Pascal, je crois que vous préférez parler de féminisme au pluriel que de féminisme au singulier. Pourquoi? Alors pour expliquer pourquoi on parle de féminisme au pluriel plutôt qu'au singulier, c'est relativement simple. C'est simplement de se dire qu'à l'intérieur des sociétés, il y a différents courants de féminisme qui existent et c'est pas nouveau, hein, ça a toujours été le cas depuis que les mouvements féministes existent. Donc la première raison, c'est qu'à l'intérieur des sociétés, il y a une grande diversité, mais c'est aussi que le féminisme n'est pas l'apanage de l'Occident, et donc plusieurs sortes et formes de féminisme se développent à travers le monde et dans différentes sociétés. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il est beaucoup plus juste de mettre un S à féminisme. Alors aujourd'hui, on parle même d'une quatrième vague de féminisme et on parle aussi peut-être d'une fracture générationnelle entre différentes cohortes de féminisme. Qu'est-ce que c'est que cette quatrième vague et est-ce qu'elle existe vraiment? Alors, pour comprendre cette image en vague, il faut peut-être revenir à l'histoire officielle, on va dire, du féminisme en Occident, qui a commencé, selon l'histoire officielle, justement, par une première vague qui concernait les droits politiques des femmes, qui aurait été suivie par une deuxième vague qui nous amène autour des années 70 pour le droit à l'avortement, le droit sur le corps et les violences contre les femmes. Puis aurait été suivi d'une troisième vague qui concerne davantage les perspectives plus intersectionnelles, et je pourrais revenir là-dessus si ça vous intéresse comme question. Et aujourd'hui, la quatrième vague, ça serait ce qui a émergé des réseaux sociaux et notamment dans la mouvance de MeToo. Mais il faut prendre cette notion de vague avec des pincettes parce que le mouvement des femmes n'a jamais été linéaire et il s'est attaqué à différents enjeux en même temps. C'est juste que on a retenu dans l'histoire officielle certains moments, mais dès les débuts du féminisme dans les pays occidentaux, on s'est questionné à la fois sur les violences faites aux femmes, mais aussi sur les droits politiques et sur d'autres formes d'injustice que pouvaient vivre les femmes. Donc, le penser en termes de vague est peut-être pas la meilleure façon de se représenter la trajectoire du mouvement. Par contre, vous avez mentionné les cohortes, et ça, je pense que c'est intéressant de le penser en termes de génération et de cohorte, parce que dans tous les mouvements sociaux, y compris même dans les partis politiques, si on travaille sur la question de l'engagement, mais effectivement, il y a un lien avec les nouvelles générations qui entrent dans les organisations ou qui portent des luttes, et ça peut effectivement créer des conflits générationnels ou en tout cas des débats au sein des mouvements. Et de ce point de vue-là, on peut penser que aujourd'hui, oui, les nouvelles générations et les anciennes générations, en particulier au Québec, n'ont pas forcément les mêmes perspectives sur qu'est-ce que devrait demander en premier, donc quelles devraient être les luttes prioritaires du mouvement féministe, des mouvements féministes. Et ce débat, il se résume essentiellement à quelle position?
Essentiellement, c'est difficile de répondre simplement à cette question-là, parce que c'est une question extrêmement complexe. Mais disons que si on prend le cas du Québec pour le ramener empiriquement quelque part, il y a des tensions qui existent entre la volonté de travailler pour la majorité et la volonté de mettre de l'avant des minorités qui sont des minorités marginalisées. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on doit défendre surtout? Est-ce qu'on doit défendre le droit de vote des femmes, pour reprendre cet exemple-là, et le jour où les femmes blanches ont le droit de vote, on s'arrête? Ou est-ce qu'on doit continuer justement jusqu'à ce que l'ensemble des femmes, y compris les femmes les plus marginalisées, aient acquis les droits? Et on pourrait transposer ça aujourd'hui sur la question des femmes immigrantes, la question des femmes autochtones, la question des femmes trans également. Donc, est-ce qu'on met de l'avant les droits de ces personnes-là, puisque ce qu'on a fait avant dans le mouvement des femmes, visiblement, n'a pas fonctionné pour ces catégories de population-là, ou pas. Donc ça, c'est la première tension. Et la deuxième tension, elle est davantage sur la question nationale, et ça, c'est spécifique au Québec. Mais si on se concentre un instant sur la première tension, j'ai l'impression que ce que vous décrivez, c'est un peu l'intersectionnalité. C'est un terme qui commence à faire sa place dans les débats publics, mais qui est quand même aussi longtemps resté dans les milieux universitaires et dans les milieux militants. Pourriez-vous, pour le bénéfice de nos éditeurs, expliquer un peu qu'est-ce qu'on entend par intersectionnalité? Alors, l'intersectionnalité, c'est la prise en compte de l'articulation des différentes oppressions vécues par des individus, donc pas seulement les femmes. On peut avoir une pensée intersectionnelle pour l'ensemble de la population. Et donc, c'est de considérer, si on revient à la catégorie femmes, que c'est pas seulement une catégorie homogène, mais c'est surtout une catégorie qui est traversée par toutes sortes d'oppressions, et donc des femmes noires, des femmes autochtones, des femmes handicapées n'ont pas les mêmes, ne rencontrent pas les mêmes oppressions qu'une femme blanche éduquée, par exemple. Et donc de bien considérer justement cette articulation et ce positionnement social complexe dans l'élaboration de revendications. Donc ça, c'est, pour faire simple, à peu près ce que recouvre le terme d'intersectionnalité. Et peut-être pour aller un petit peu plus loin, une façon aussi de le comprendre, c'est de l'opposer à ce qu'on appelle la théorie du ruissellement qui vient de l'économie, qui est de dire, si on travaille pour que les plus riches s'enrichissent, ça va percoler et puis ça va ruisseler et puis finalement tout le monde va en profiter. Malheureusement, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Et donc, justement, la perspective intersectionnelle est l'idée de continuer à se battre pour que les personnes les plus marginalisées soient au centre des revendications. Merci, je pense que c'est une explication très utile. Je voudrais vous amener maintenant vers le mouvement MeToo. Je pense que beaucoup de gens ont été impressionnés par l'ampleur mondiale, l'exportation du terme sur tous les continents. Comment expliquez-vous cette transnationalisation des luttes féministes à l'échelle de la planète? Elle n'est pas nouvelle, elle existait déjà au XVIIIe siècle, donc on n'a rien inventé avec MeToo. En revanche, la rapidité avec laquelle elle se déploie aujourd'hui est différente de ce que ça pouvait être dans le passé, et notamment parce qu'il y a des plateformes, des réseaux sociaux, une connectivité qui n'existait pas avant et qui facilite la transmission. Donc la transnationalisation, elle est à la fois sur le partage de problématiques, le partage d'expériences aussi, de lutte, mais elle vient aussi avec des militantes qui vont se déplacer, donc qui sont elles-mêmes des militantes transnationales. Bon, c'est sûr qu'en temps de pandémie, le voyage des militantes est plus complexe, mais on a vu des échanges de personnes, on a vu des échanges de savoir et des mises en commun finalement des expériences pour
essayer de faire avancer la question des violences faites aux femmes et de la sexualisation et tout ce qui vient avec MeToo. De la transnationalisation d'un phénomène, mais il y a aussi la comparaison à laquelle vous vous prêtez dans vos recherches. Une des choses qui est frappante, c'est que dans beaucoup de pays, les systèmes de justice sont remis en question dans le cadre de MeToo. On dit que les tribunaux ne sont peut-être pas adaptés aujourd'hui aux problèmes justement de violence faites aux femmes. Est-ce que il y a des pays ou des systèmes de justice qui fonctionnent mieux que d'autres, que ce soit au niveau national ou, par exemple, des principes de justice qui, jusqu'à maintenant, ont davantage fait leurs preuves que d'autres à l'échelle de la planète? La justice, telle qu'on la pratique dans le système institutionnel, on va dire, est basée sur la faute et donc la punition, et elle n'est pas basée sur la réparation. Et quand on regarde ce qui peut se passer dans certains milieux militants qui ont compris depuis très longtemps que le système de justice n'était pas le lieu pour régler ces problèmes de violences faites aux femmes, on observe que justement des systèmes de réparation sont mis en place avec les individus qui sont concernés et ça a l'air de fonctionner quand même beaucoup mieux, on va dire, que ce qu'on connaît, mais parce qu'il y a beaucoup d'embûches pour une victime. D'abord, il faut qu'elle fasse une dénonciation. On sait très bien que la plupart des comportements inappropriés ou ce qu'on appelle des allégations quand il n'y a pas la preuve ne sont pas rapportés pour toutes sortes de raisons. Mais une des raisons principales, c'est simplement que faire une dénonciation à la police, encore faut-il que la police entende ce qu'on a à dire. Et ça se reproduit, ce phénomène de ne pas entendre ou ne pas prendre suffisamment en considération à tous les échelons du processus. Et puis, on en vient après avec des témoignages, on en vient après avec la mise en concurrence des discours, on en vient et on refait vivre à la personne qui porte plainte, on lui refait vivre le traumatisme que justement elle a essayé d'oublier, des fois des années plus tard. Et donc, elle est particulièrement seule, parce que c'est individualisé, notre système de justice. Et donc, ça ne prend pas en compte du tout la difficulté pour un individu d'agir dans un système, alors qu'on pourrait le penser de manière beaucoup plus collective et beaucoup plus sur la réparation. Et ça, je le dis simplement parce que il y a eu des expériences, et il y a des expériences dans les milieux militants depuis des décennies qui fonctionnent. On a parlé du militantisme, on a parlé des tribunaux. Il y a aussi la politique, disons, la plus institutionnelle au niveau du gouvernement. Et là, on entend aussi davantage parler de féminisme. Je l'ai mentionné en introduction, le gouvernement du Canada, comme certains autres gouvernements, qui veut mettre de l'avant une politique étrangère féministe. Aujourd'hui, lorsqu'un nouveau gouvernement est formé, souvent se pose la question de savoir s'il est paritaire ou non. Quels sont les liens entre ce qu'on pourrait appeler les mouvements féministes à la base, les mouvements militants, et ce qui se produit à l'intérieur, au sommet de l'État finalement, à l'intérieur des réseaux les plus institutionnels et aussi les plus élitaires? Alors ça, c'est une question très intéressante parce que s'il y a une des choses qu'on a apprises en analysant les mouvements féministes, c'est justement les liens qu'il y avait entre dedans et dehors l'État. On a tendance à penser les militants à l'extérieur dans les mouvements sociaux et puis qui s'opposent à l'État. Donc, il y a une espèce de césure très claire entre les deux. Mais justement, ce qu'ont montré les mouvements féministes dans leur pratique, c'est que elles avaient toujours des relais à l'intérieur de l'État et c'est par ces relais-là que pouvaient se faire avancer certaines revendications, que ça passe par des élus ou que ça passe par des fonctionnaires. Ça peut être aussi des porteurs de dossiers à l'intérieur de l'État au niveau de la fonction publique. Et donc, il y a cette mobilité, on va dire, entre
une fluidité de la frontière entre l'intérieur et l'extérieur de l'État qui a été très utilisée par le mouvement des femmes, qui est utilisée par d'autres mouvements aussi, mais en particulier par celui-là, pour la simple raison que les femmes ont été historiquement exclus de l'intérieur de l'État. Donc, il fallait bien commencer quelque part. Et on le voit aujourd'hui sous une forme un peu particulière qui a aussi existé par le passé, qui est la formation de solidarité plus transpartisane entre des élus pour faire avancer certains dossiers, notamment sur l'éducation, par exemple, ou sur les systèmes de garde ou sur les congés de maternité ou des choses comme ça. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on a vu notamment au Québec, mais à ce propos, je pense qu'on a été tous et toutes frappés par les nouvelles ou les images qui nous sont venues au cours de la dernière année. Par exemple, le fait que tous les chefs de partis en Finlande soient des femmes, que, sauf erreur, tous les chefs de gouvernement, sauf un pays, des pays du nord de l'Europe aujourd'hui, sont dirigés par des femmes. Est-ce que c'est une coïncidence, un hasard, ou est-ce qu'il y a des raisons structurelles qui nous permettent de comprendre pourquoi les femmes occupent la place qui leur est due dans certains pays et pas ailleurs? Il y a des mesures structurelles qui ont été prises pour permettre l'accès au pouvoir des femmes, alors que ça passe par des lois sur la parité politique notamment, ou que ça passe sur des incitations aux partis politiques à faire de la place sur leur liste électorale à des femmes. On s'est rendu compte avec le temps que la seule bonne volonté est de laisser faire la machine en prétextant la compétence, parce que c'est souvent ce qui est opposé à des lois sur la parité, c'est de dire oui, mais on choisit nos élus sur leurs compétences et non pas sur leur genre. Mais on s'est rendu compte que si on attendait que ce processus se fasse tout seul de manière invisible, on va dire, et on risquait d'attendre vraiment très très longtemps. Donc il y a des incitatifs législatifs ou des obligations même législatives qui ont été mises en place avec plus ou moins de succès. Des fois c'est suivi, des fois c'est moins suivi, des fois il y a des détournements de lois aussi. On l'a vu dans le cas français avec des façons de faire à l'intérieur des partis qui permettent, oui, d'avoir un pourcentage de femmes qui correspond à ce qui est demandé, mais qui ne se traduit pas en élection avec un siège et puis un poste de pouvoir. Donc, on y va à tâtons. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Il y a d'autres pays où il y a vraiment un frein fort au fait de légiférer sur cette question-là, et en Amérique du Nord en particulier. Mais voilà, donc c'est pas un hasard s'il y a des femmes qui se retrouvent aujourd'hui à certains postes de pouvoir. Alors, avant de conclure notre émission, Pascale Dufour, vous dirigez un programme d'études à l'Université de Montréal qui porte justement sur certaines des questions que nous avons abordées aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voulez en dire un mot. Oui, ben en fait, je peux faire une double annonce et que oui, il y a la mineure en études féministes des genres et des sexualités qui existe maintenant depuis 3 ans à l'Université de Montréal, mais il y a également le DESS, donc un diplôme d'études supérieures d'1 année qui va ouvrir ses portes à partir de septembre prochain. Et selon mes dernières informations, le nombre d'admissions, de demandes d'admission à ce programme est beaucoup plus élevé que ce qu'on pensait. Donc, j'ai l'impression que ça répond réellement à un engouement de la part des étudiants et étudiantes. Alors, l'invitation est lancée. Merci infiniment, Pascale Dufour. C'est ce qui conclut notre émission sur le féminisme ou les féminismes et la politique et les politiques. Je remercie également l'équipe technique, les recherchistes et nos partenaires, le Cerium, l'Agence France Presse et Savoir Média, qui nous permettent pendant quelques instants de faire un arrêt sur le monde. À très bientôt.